Bonjour à tous. Je vous remercie, je remercie toutes les sociétés pour l'invitation. Je remercie Pierre-Jean Valette, dont j'ai été l'élève en deuxième semestre d'internat où j'ai fait un peu de radiologie aussi. Et donc j'étais pas tant étonné par ces questions et les items qu'il m'a proposés, puisque c'est que des questions pas tout à fait naïves à mon avis, et pas facile en tout cas d'y répondre. En tout cas, si on avait la réponse, je pense qu'on améliorerait beaucoup le diagnostic précoce du cancer du pancréas, mais je vais essayer en tout cas d'y répondre je vais commencer avec savoir s'il s'est amélioré ou pas en fait. Donc, c'était un petit peu déprimant en commençant ce topo et en commençant à le préparer. On sait très bien que c'est pas un cancer qui a un très bon pronostic. Ce qu'on sait, c'est que le stade tumoral au diagnostic, c'est le facteur pronostic principal, le plus important. Et ce qu'on voit, c'est que quand on regarde une étude américaine, entre 2004 et 2016, on voit que le cancer des stades précoces, en fait, le pronostic des stades précoces est fortement amélioré. On est passé en 2004, 44% de survie globale à 83% en 2012. Donc on a quand même une amélioration de la prise en charge des cancers précoces. Donc il va falloir les détecter tôt. Hors dépistage, on sait qu'on trouve seulement 10 à 20% de cancers du pancréas qui sont opérables. Et le dépistage, ça représente une population très petite. C'est surtout moi, Julien en parlera après, mais c'est surtout les familles sur le plan génétique. En tout cas, quand on regarde ce qui se fait aux États-Unis, donc le consortium sur le dépistage du pancréas, en fait, on a quand même beaucoup plus de cancers au stade 1 qui sont détectés, 58%. Il y a un stade plus précoce à chaque fois. Et la médiane de survie globale, elle est améliorée, elle passe de 1,5 à 9,8 ans. Donc quand même, c'est plutôt... c'était pas si déprimant que ça, finalement, je me suis dit, peut-être qu'on peut améliorer les choses. Et puis on regarde en fait en Europe, pareil sur des familles CDKN2A, on a plus de 75% des cancers qui sont trouvés qui sont résécables. Donc finalement, quand on cherche bien et que le risque est élevé dans certaines populations, on trouve. Le problème, donc, c'est qu'il va falloir quand même mieux détecter, donc trouver des cancers de stade 1 résécables R0. Il va falloir trouver les lésions précurseurs de cancer en dysplasie de haut grade, PANIN et TIPMP, j'y viendrai après. Et le problème, c'est de cibler les populations à risque. Et d'un point de vue épidémiologique, c'est compliqué parce que c'est un cancer qui n'est pas très fréquent quand même, et que du coup, on ne sait pas où fouiller, quoi. Il n'y a pas de dépistage en dehors des patients à très haut risque, donc on ne peut pas parler de dépistage. Les schémas de dépistage publiés, ce sont que des recommandations d'experts, les preuves sont faibles, et l'intérêt médico-économique, il n'est pas réellement prouvé. Les facteurs de risque, on en a déjà parlé, je vais aller rapidement. Tous ceux dont on a parlé, ça ne permet pas de cibler une population bien précise, pas cibler tous les tabagiques. Je retiendrai deux choses importantes, c'est le diabète et la pancréatite chronique dans les facteurs identifiés. Alors après, il y avait la question sur les symptômes. Alors, quels symptômes doivent pousser à proposer un dépistage ou une surveillance ou quelque chose, un examen? Alors, il n'y a aucun symptôme qui est spécifique, donc ça vous le savez. La triade habituelle est l'ictère, la douleur et l'amaigrissement. Le problème, c'est qu'on va arriver avec 10 à 20% de cancers opérables uniquement et que la plupart seront non opérables. Et puis dans les autres signes, c'est pas du tout spécifique, la dépression, la thrombophlébite, c'est souvent plein d'autres cancers. Par contre, il y a deux choses. Il y a l'apparition ou le déséquilibre d'un diabète, ça survient quand même dans 6 à 68% des cas avant le cancer. Et puis il y a la pancréatite aiguë. Donc là, à mon avis, c'est deux pistes très importantes, et on en a déjà plus ou moins parlé auparavant. Le diabète, j'y reviens. Quand on regarde des patients donc de plus de 50 ans avec un diabète d'apparition récente, ils ont un risque de cancer dans les 3 ans qui est 6 à 8 fois supérieur à la population générale. Et ils vont faire un cancer dans les 3 ans pour 1% de ces patients-là. Donc le risque il est maximal la première année. Je crois que là on a quand même une population qui est quand même à risque. Et il va falloir à mon avis traquer le cancer chez ces patients-là. On n'a pas beaucoup de données pour savoir comment faire, mais on peut se baser sur le dépistage des patients à très haut risque. Et donc ce qui est proposé dans ce cadre-là, c'est un suivi annuel qui est IRM et co-endo
hémoglobine glyquée ou glycémie à jeun en alternant, si possible, les examens IRM et endo tous les 6 mois pour essayer de multiplier un peu la possibilité de trouver ces tumeurs. Donc il faut traquer le cancer comme des patients à très haut risque. Et les pistes actuelles, en fait, c'est d'essayer, au sein de cette population, d'essayer de trouver encore plus ceux à risque que les autres. Ça, c'est une étude américaine, en fait. Ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est de voir que chez les patients qui vont avoir un cancer du pancréas et qui sont diabétiques, hein, dans cette population-là, plus de 50 ans diabétiques, et ben, en fait, ceux qui vont avoir un cancer, ils auront eu dans les mois précédents leur glycémie et leur hémoglobine glyquée qui va se perturber beaucoup plus rapidement que les autres. Donc finalement, si on fait une cinétique et qu'on regarde un peu leur hémoglobine glyquée, on voit en bleu ceux qui sont en train d'exploser en fait. Et c'est ceux-là qu'il faut retrouver. Donc après, eux, ils ont essayé donc de faire un score pour essayer de les identifier au mieux. C'est pas parfait, mais l'idée ce serait ça. En tout cas, c'est des pistes. Donc on voit qu'en haut, dans la population générale, à plus de 50 ans, le risque il est de 0,1%. En cas de diabète récent, on arrive dans les 3 ans à un risque à 0,90, donc ça fait 10 malades sur 1000. Et finalement, si on avait un score qui permettait de les sélectionner avec à gauche un score supérieur à 3, on en aurait 8 sur 10. Donc si on arrivait à cibler ces malades-là, bah, peut-être qu'on pourrait leur proposer des examens pour essayer de trouver des tumeurs à un stade précoce. Pour la pancréatite aiguë récente, le risque de cancer est élevé la première année, même si tu disais tout à l'heure qu'on ne trouvait pas forcément un cas de pancréatite un cancer. Il est important vraiment de surveiller un patient qui a présenté une pancréatite aiguë et qui n'a pas d'étiologie retrouvée. C'est une étude hollandaise ici qui avait été rapportée avec 19 hôpitaux, donc de 1600 malades. Dans le lot, il y avait 191 patients qui avaient une pancréatite idiopathique, donc non expliquée. 92% avaient été suivis correctement et dans le lot, il y en a 7% qui avaient eu un cancer. Donc, à partir d'un certain âge, hein, j'ai mis à partir de 50 ans, il faut absolument traquer le cancer si on a une pancréatite aiguë qui est non expliquée et non biliaire en particulier. Pour ce qui est de la pancréatite chronique, le risque, c'est connu depuis longtemps, il est pas nul, hein, il est assez élevé. Il reste quand même à moins de 5% à 20 ans. Le gros problème, c'est ce que tu disais, c'est que c'est impossible de détecter un petit cancer dans un pancréas tout remanié par les calcifications et dans lequel on ne voit pas grand-chose. En écho-endo, on ne voit absolument rien, c'est inutile de faire ces examens. Et les examens d'imagerie, c'est pareil, c'est pas évident. Donc, il n'y a pas de recommandation, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est en cas de point d'appel, patient qui ne va pas bien, des choses nouvelles, là, il faut par contre essayer de dépister. La pancréatite chronique héréditaire, c'est la seule. Julien, je crois que tu en parles après, celle liée à la mutation du gène PRSS1. Celle-ci, elle a un risque cumulé très important à 70 ans, avec un facteur de risque qui est principal, qui est le tabac en plus. Et là, par contre, il y a un vrai dépistage qui est proposé à partir de 40 ans. Alors, après, on en arrive à la surveillance des lésions précancéreuses. On en avait parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, il n'y a pas eu de topo finalement à NAPAT. Au début, je pensais qu'il y en aurait un. Les 3 lésions qu'on peut être amené à surveiller, hein, c'est les panines, les TIPMP et puis les tumeurs mucineuses kystiques qui vont évoluer vers le carcinome invasif. Le problème, c'est que les panines, on ne sait pas les détecter, on ne les voit pas. C'est des lésions solides. Et donc, finalement, les seuls qu'on peut essayer de surveiller ou chez lesquels on peut essayer de trouver un cancer, bah, c'est les TIPMP et les cytadénomes mucineux. Alors, juste pour comparer les deux, les TIPMP et les panines, c'est 2 lésions qui vont naître de l'épithélium. Les TIPMP, elles font souvent plus de 10 mm, donc elles sont plus grosses, et elles sont visibles en imagerie parce qu'elles dilatent le canal, en fait, ça fait un canal dilaté, on connaît bien. Et le problème des panines, c'est qu'elles sont souvent toutes petites et qu'on ne les voit pas à l'imagerie parce qu'elles sont solides. Et c'est le gros problème, c'est que souvent, les cancers, ils naissent plutôt des panines que des TIPMP. Parler des surveillances des TIPMP, on en a un peu évoqué, c'est parler de cette complexité de surveiller les lésions kystiques du pancréas. On a une augmentation de la population, on a plus recours aux imageries, en particulier en couple, et du coup on se retrouve avec une prévalence de lésions kystiques qui est énorme, hein, c'est 40% à plus de 75 ans, donc effectivement on a tous plein de patients avec des lésions kystiques. Les niveaux de preuve
ils sont très faibles en général, et du coup ça amène les sociétés gastro-entérologie, de radiologie ou autres européennes, américaines, tous les 2 ans ou tous les ans à changer un petit peu les recommandations, ce qu'il faut faire, en donnant des recommandations de surveillance qui sont compliquées. À mon avis, il y a 2 choses dans les lésions kystiques. La première, c'est d'essayer déjà de distinguer les lésions qui vont être prénéoplasiques des autres pour vraiment mieux cibler ceux qu'on surveille. Il faut absolument détecter les cystadénomes séreux, en faire la preuve. S'il y a besoin, on peut les ponctionner. Il y a des avancées, il y a des choses qu'on peut faire dedans en prélevant. Ça, c'est important parce que ceux-là, il n'y a plus besoin de les surveiller. Et puis la deuxième chose, c'est de réussir à savoir lesquels il faut opérer, prendre les bonnes décisions thérapeutiques au vu de la morbimortalité de la chirurgie. Ce qu'il va falloir, à mon avis, considérer dans le programme de surveillance de ce type de lésion, c'est le rapport bénéfice-risque individuel. Parce qu'effectivement, à partir d'un certain âge, il n'y a plus de sens à lui faire une chirurgie, donc on ne la fera pas et ça ne sert plus à rien de surveiller. Et puis le problème, c'est le coût pour la société avec l'embolisation des ressources matérielles, que sont surtout les IRM, où finalement on se retrouve à faire plein d'examens pour ces patients-là, et puis pas avoir la disponibilité pour celui qu'il faudrait probablement détecter très tôt, avec une perturbation, comme on disait, de l'hémoglobine glyquée, l'apparition d'une pancréatite ou autre. Il faut faire rapidement un examen, on n'a pas la place parce qu'on est en train de surveiller des TIPMP. Et ça, il n'y a aucune évaluation. On peut avoir un avis personnel, mais il faudrait une évaluation médico-économique et on ne l'a pas encore, on l'aura peut-être. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact psychologique pour les patients qui viennent faire leur IRM et qu'on voit systématiquement en consultation. Et malgré tout, on a beau leur dire que ça évoluera pas, il n'y a pas de risque. Ils sont toujours extrêmement stressés dans les semaines avant l'examen et dans les semaines après. Du coup, on en arrive pour les TIPMP des cas secondaires à ce genre de recommandation qui est la plus récente dans pancréatologie, qui est la recommandation japonaise. Alors en pratique, c'est un peu imbitable ce truc, mais c'est toujours pareil. En fait, c'est les stigmates de malignité, donc qui vont pousser à une chirurgie. Donc, de toute façon, c'est l'ictère, la masse pancréatique. En gros, c'est un cancer du pancréas. Il y a un nodule ou une cytopositive. Et puis, donc ça, c'est pas trop compliqué, on peut discuter de la chirurgie rapidement. Puis après, il y a les critères inquiétants. Alors là, on a tout, les cliniques et l'imagerie, donc la pancréatite, l'élévation du CA19-9, diabète, les kystes qui augmentent en taille, qui sont gros, dilatation. Voilà. Et là, c'est un vrai problème parce que, en fait, à chaque fois, on propose peut-être d'emblée de se poser la question, s'il y en a beaucoup, s'il est gêné, de faire une chirurgie. Ou alors une surveillance. Comment on fait la surveillance? À quel rythme? En fonction de la taille du kyste, en fonction de l'évolution. On se repose la question de la chirurgie. On surveille tous les 6 mois, tous les ans, tous les 1 an. Voilà. Ça, c'est compliqué. Il y a un niveau de preuve qui est très faible et du coup, ça change tous les ans. Voilà. Mais en gros, c'est ça. Et on fait beaucoup d'examens, effectivement, pour des gens sans trouver beaucoup de cancers. Parce que le problème, en fait, c'est que le cancer, le plus souvent, il survient, comme on l'a dit, à distance de la lésion kystique. Il y a seulement 15% des cancers qui sont développés à partir du kyste. Et quand on regarde les dossiers de cancer, le plus souvent, l'imagerie réalisée 1 an plus tôt, on ne voyait rien. Donc finalement, on surveille tous les ans, on arrive et on trouve un cancer et pas une lésion prénéoplasique. Et ça, c'est surtout expliqué parce que dans les pièces de pancréatectomie, en fait, on a beaucoup plus de panines que de TIPMP. Et les panines, on ne les voit pas. Alors ensuite, dans les moyens de diagnostic, il y avait, est-ce qu'il existe des examens biologiques pour dépister le cancer du pancréas? Et est-ce que le CA19-9 est un marqueur spécifique? Alors non, il n'est pas un marqueur spécifique pour le diagnostic, c'est sûr. Ses performances ne sont pas suffisantes, la sensibilité, elle n'est pas très élevée, la spécificité, elle est entre 80 et 90%. Il y a beaucoup de faux positifs, surtout avec la cholestase, diabète, la cirrhose, les autres cancers. Donc elle a une valeur prédictive positive insuffisante pour le diagnostic ou pour le dépistage, et on ne peut pas s'en servir. Il y a l'hémoglobine glyquée et la glycémie à jeun, on en a un peu parlé avant, mais vraiment ça c'est probablement un marqueur qui pourrait être très utile si on le suivait, en particulier chez les patients diabétiques, on le verrait se perturber beaucoup plus vite, parce qu'a priori il évolue plus rapidement en cas de cancer que dans un diabète classique de type 1 ou de type 2. Après, il y a pas mal d'études avec le CA19-9 et associé à d'autres biomarqueurs. J'ai mis une méta-analyse récente qui mettait qu'il y avait peu d'intérêt. J'ai retrouvé là récemment un autre papier
où ils utilisaient le CA19-9 avec 8 biomarqueurs qui retrouvaient une spécificité qui était quand même élevée, mais c'était en excluant des non-sécréteurs, donc tous les taux faibles. Voilà, il y a en tout cas rien qui marche très bien, c'est très compliqué. Et là, c'est des Américains qui essaient de sortir un truc pour le vendre. Les biomarqueurs, on a quand même des choses dans les kystes du pancréas et dans les prélèvements de liquide kystique. C'est assez intéressant parce que ça, c'est une étude de 2023 multicentrique américaine qui nous a beaucoup intéressé, pour lequel on s'est mis à faire de la biologie moléculaire sur les liquides des lésions kystiques. Puisque ça nous permettrait de faire dans certains cas la distinction entre mucineux et non mucineux, donc surveillance, pas surveillance. Et puis surtout, ça permet a priori de détecter de la dysplasie avancée, avec une bonne spécificité là encore. Et donc finalement, ça permettrait de cibler un peu les kystes à risque et pousser ces patients-là vers une chirurgie. L'ADN tumoral circulant et cellules tumorales circulantes, c'est quelque chose qui marche bien pour beaucoup de cancers, pour la surveillance, pour la rechute. Malheureusement, pour le cancer du pancréas, il n'y a pas réel intérêt, en tout cas pas pour des cancers très précoces. Ça va être très difficile et donc il y a beaucoup d'essais en cours, il y a des tests qui existent, qui sont commercialisés, mais aucun qui est validé actuellement. Donc au final, il n'y a pas vraiment de biomarqueurs fiables pour les lésions précancéreuses et les cancers à un stade précoce. Et puis je vais vous parler un petit peu de l'écho-endoscopie. L'écho-endoscopie, elle a sa place dans les schémas qui sont proposés pour la surveillance des patients à très haut risque. C'est dans le bilan initial puis annuel et on associe l'IRM et l'écho-endoscopie avec les marqueurs hémoglobine glyquée ou glycémie à jeun. L'IRM et l'écho-endo, ils sont considérés comme complémentaires et non interchangeables. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées et qui ont prouvé ça. Là, c'est une étude d'Angut, 2016. C'est montré que l'écho-endoscopie détecte mieux les lésions solides, l'IRM détecte mieux les lésions liquides. Donc les deux sont complémentaires jusqu'à présent. L'écho-endoscopie, elle a été supplantée par le scanner pour le bilan de résécabilité. Moi, j'ai commencé, je me souviens, où il y avait encore des écho-endoscopies qui étaient faites pour un staging de cancer. J'ai jamais réellement appris à les faire et c'est extrêmement difficile de faire un staging en écho-endoscopie et d'être sûr de soi. Et le scanner, il le fait très bien et donc il faut oublier ça. Par contre, c'est un vrai intérêt pour réaliser des prélèvements. Et pour deux raisons, à mon avis. Pour obtenir une preuve de cancer avant chirurgie, et là, j'en reparlerai un petit peu plus loin, mais il faut savoir que dans des études prospectives contrôlées en vraie vie, quand on regarde les prélèvements qui sont faits en écho-endoscopie, pour masse pancréatique, on a 55 à 70% de cancer du pancréas, mais on a d'autres choses. Et en particulier, on a des masses inflammatoires, des pancréatites auto-immunes dans 15 à 25% des cas. Et c'est probablement ce qui explique en partie qu'on ait des DPC pour un cancer présumé qui sont dans 5 à 13% des cas inutiles. Donc ça arrive quand même que sur la pièce de chirurgie, il n'y ait pas de cancer du pancréas à la fin, quand on ne fait pas de ponction avant. Et puis il y a autre chose, c'est obtenir une sorte de carte d'identité de la tumeur, en particulier pour les lésions qu'on ne va pas réséquer d'emblée, parce que on pourrait proposer de la chimiothérapie néoadjuvante. Ce qui a beaucoup changé les choses, en fait, dont vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais que nous on a vraiment vu, ces dernières années, on a changé d'aiguille, on est passé des aiguilles qu'on dit FNA, qui étaient aspiration, à des aiguilles FNB, qui sont des aiguilles biopsie, des aiguilles Francine, et qui permettent en fait de faire un carottage de la tumeur, en prenant une carotte et plus seulement des cellules. Donc on fait moins de passages, on a un meilleur prélèvement, plus de matériel, on peut faire des techniques complémentaires, et en particulier de l'immunohistochimie. Ça a vraiment changé les choses, et là c'est une étude de 2022 qui comparait, ce sont des Japonais qui ont fait ça, en prospectif et en comparant les deux types d'aiguilles sur 500 patients, 260 dans chaque groupe, et on voit que la précision diagnostique, elle est très très bonne, elle augmente fortement avec les aiguilles biopsiques, et on arrive à une précision diagnostique qui est de 84%, avec en cas de deuxième prélèvement 94,7%.
Donc ça a vraiment changé les choses et les résultats sont vraiment bons et on a beaucoup plus souvent la preuve, même si le cancer du pancréas reste difficile parce que très fibreux et pour lequel nos anapathes ont plus de difficultés pour nous donner le diagnostic. Néanmoins, on peut se poser la question quand même d'un traitement néoadjuvant systématique maintenant. Pour les cancers résécables, on fait de la chirurgie puis de la chimiothérapie habituellement. En tout cas, c'est ce qui est recommandé en France. On peut opérer sans avoir de preuves et sans faire de chimio avant. Mais la morbidité de la chirurgie, elle est élevée. Et au final, quand on regarde les patients opérés qui vont avoir leur chimio, il n'y en a que 50% qui ont un traitement adjuvant et même moins qui ont le traitement adjuvant complet. Parce que la plupart du temps, après la chirurgie, ils ne supportent pas tous les cycles de chimio. Et l'approche du coup néoadjuvante, ce serait finalement de pouvoir les traiter un peu avant, de ne pas méconnaître une maladie potentiellement micrométastatique, d'optimiser les résultats onco et la sélection de meilleurs candidats à la chirurgie, et d'optimiser les chances de résection R0 des borderlines anatomiques. Il y a des études de phase 3, on n'a pas tous les résultats, peut-être que dans les années à venir ça changera. En tout cas, dans ces cas-là, si on fait de la chimio avant, il faut un prélèvement systématique avant sous écho-endoscopie. Et donc à l'heure actuelle, la stratégie, quand on a une masse suspecte, on va, chez nous en tout cas, plutôt partir sur une chirurgie d'emblée, en sachant que on aura des patients opérés pour rien malheureusement, une morbidité assez importante, pour laquelle donc il n'y aura pas de traitement adjuvant. Et on pourrait se poser la question systématiquement, à l'avenir, peut-être de réaliser une ponction systématique sous écho-endoscopie, avec les techniques qu'on a, l'amélioration des aiguilles, l'amélioration de l'utilisation du contraste, c'est montrer que ça marche bien pour nous, avec de l'immuno, de la biomoléculaire, et puis pouvoir un peu plus cibler ceux qui sont des pancréatites auto-immunes, les traiter avec des corticoïdes, proposer des traitements néoadjuvants pour les autres, pour les cancers. Donc pour conclure, ma dernière diapo, en attendant de détecter les panines, parce que réellement c'est les lésions précancéreuses du cancer qu'on ne voit pas, donc on ne va pas pouvoir détecter. Il faut cibler les populations à risque, et le message, donc, c'est les pancréatites aiguës, en particulier non biliaires, après un certain âge, les patients diabétiques dans les 3 premières années, après un certain âge aussi probablement. Il faut poursuivre malgré tout la surveillance des lésions kystiques pancréatiques, je pense, parce que personne n'a la réponse et que c'est difficile de dire à quelqu'un qui a une TIPMP de 3 cm, je ne vous surveille pas parce que c'est pas rentable et j'ai peu de chances de vous trouver un cancer. Mais par contre, ça a un vrai impact psychologique sur les patients et il va falloir réfléchir d'un point de vue global au rapport coût-efficacité et de l'utilisation de ces ressources. Les recherches de biomarqueurs, il faut en trouver un performant qui n'existe pas à l'heure actuelle, et le dépistage ou la surveillance ou la détection de cancer, c'est toujours IRM écho-endoscopie, et puis hémoglobine glyquée ou glycémie à jeun. Et il va falloir quand même améliorer la prise en charge des cancers au stade précoce, parce qu'on ne les trouve pas en précancéreux, donc on ne va pas tous les opérer, on va les trouver, donc il faut améliorer cette prise en charge. Et puis à côté de ça, il faut essayer effectivement de prendre en charge aussi les facteurs de risque du cancer associés avec la prévention du tabac, l'obésité et la sédentarité. Voilà, je vous remercie. Merci Jérôme. Je crois que c'est un bon résumé de toutes les questions qui peuvent encore se poser, en tout cas que moi je m'étais posé en préparant cette réunion. Je voudrais revenir, enfin on ne va pas la revoir, mais ton dernière diapositive, tu fais un arbre décisionnel. À droite, on a une boule, on opère. À gauche, on essaie de savoir ce que c'est, on n'opère jamais sans ça. Et je vais associer Julie aussi peut-être en sollicitant une réponse. On a quand même très régulièrement des patients sur lesquels on bute, on tourne autour, il y a un nodule, il est très suspect, on essaie de faire une ponction endoscopique, à la limite de temps en temps même une percutanée, et puis ça répond toujours pas, et puis c'est quand même, ça ressemble vraiment à un cancer. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Jérôme, et puis Julie ensuite? Je pense que vu les résultats des ponctions, je pense qu'il faut réaliser une deuxième ponction obligatoirement, rapidement. Ensuite, je crois que le patient est opérable, il faut l'opérer sans forcément la preuve. De toute façon, on le fait déjà habituellement. Nous, les pratiques dans le service, c'est si on est quasi sûr que c'est un cancer, on opère le patient sans faire d'écho-endoscopie, parce que, pour compléter mon propos, l'écho-endoscopie et la ponction,
Pourquoi on ne la fait pas systématiquement pour un patient opérable? Parce qu'on sait très bien qu'on a quand même des risques de pancréatite aiguë et de complications liées à la pancréatite, à la ponction, qui va empêcher le patient d'être opéré dans les suites. Voilà, donc c'est pour ça que le message aussi qui est très important, Romain l'a dit, pas de cathétérisme, pas d'exploration avant d'avoir réalisé un scanner. En gros, on voit aussi trop souvent, malheureusement, mais des patients qui étaient opérables initialement ou qui peut-être l'étaient, qui ont eu une ponction avec une pancréatite, qui ont eu un drainage qui n'était pas forcément indiqué ou pas en urgence et qu'on ne peut plus réévaluer ou qui se complique. Et donc c'est ça la vraie problématique, voilà. Mais après, il y a le côté néo-adjuvant qui, à mon avis, peut être amené à faire changer les choses après. Mais donc petite entorse à la règle finalement. De temps en temps, il faut quand même y aller, même si on n'a pas la preuve. Et vous, les chirurgiens, alors ça vous embête en général ces situations-là? La situation, soit c'est on a une lésion qui est résécable d'emblée et en plus qui est typique, et donc la question se pose pas, il faut aller à la chirurgie, parce que comme il a dit, on va prendre des risques de faire la biopsie où il n'y a pas d'indication. Je pense qu'il faut aussi l'adapter au terrain. Si c'est des patients qui sont très comorbides, ou nous, en jetant le chirurgien, on va aussi hésiter un peu. Des fois, on va à la biopsie pour vraiment être sûr qu'on va, pas typiquement pour les DPC. Après, par contre, si c'est des patients où on a décidé qu'il fallait une biopsie en amont, parce que l'aspect est atypique à l'imagerie, et qu'on n'a pas de preuves, malheureusement, on est quand même un peu obligé de continuer. Moi, j'ai l'impression quand même sur les RCP qu'on fait les biopsies en écho-endo, et qu'on arrive, dans ces cas-là, à aller à la biopsie radiologique, et sur la biopsie radiologique, on arrive à avoir la preuve. Oui, ça arrive. Après, il me semble qu'en RCP, bien sûr, on va quand même à la chirurgie dans ces cas-là de temps en temps, non? Oui, mais après, la discussion, je pense qu'elle est sur l'âge du patient physiologique, le terrain, les comorbidités et la balance bénéfice-risque. Mais c'est vrai qu'à faire une DPC qui se complique avec pas de tumeur en place, on est toujours embêté. Ouais. Il y a des questions dans la salle? Pas de questions, commentaires? Questions à distance?